Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission avec, vous le savez, la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indés Radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. 3 parties dans cette émission, dans un instant le JT des territoires que je vais vous présenter. Puis ensuite c'est la rubrique Un homme, un territoire. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Raymond Depardon, il est rare à la télévision, réalisateur, journaliste, scénariste. Nous parlerons avec lui évidemment de son actualité et de l'actualité. Enfin, troisième partie de cette émission, l'invité politique, Emmanuel Vargon, la secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, suivi de l'actualité parlementaire et politique. A tout de suite pour le JT des territoires. On commence ce journal avec la colère des lycéens qui ne retombe pas. Près de 300 établissements étaient bloqués un peu partout en France. Ces manifestations, quelquefois violentes, posent un problème de sécurité au regard des incidents qui émaillent les cortèges. Vous le voyez sur ces images. Plusieurs milliers d'entre eux ont manifesté hier, à Marseille notamment, contre la réforme du bac et de Parcoursup. Écoutez leurs revendications. Nous, on demande retrait de Parcoursup, retrait de la réforme du bac, contre le SNU, contre la réforme du lycée professionnel dont on n'entend pas parler, mais qui est une réforme qui va tuer les lycées professionnels, pour le retour de la ZEP et pour l'augmentation des bourses et contre l'augmentation des frais étudiants parce que ça va être pour les étudiants étrangers parce que ça va être une catastrophe aussi. Donc de un, on n'est pas écouté, de deux, on est méprisé par M. Emmanuel Macron et par son gouvernement. De trois, on a l'impression qu'ils vont vraiment dans le sens inverse puisqu'ils disent. Le gouvernement a dit que Parcoursup était une bonne chose, que c'était au-delà des espérances. Or, nous, on trouve cela scandaleux que 950 lycéens se retrouvent sans affectation au niveau de la rentrée. Voilà, sans transition, il s'agit de Noël, le soir de Noël. Tout le monde devrait avoir son cadeau. C'est en tout cas le but de cette opération lancée par le Secours populaire. Depuis 1976, l'association fait appel au Père Noël vert. La fédération de l'Isère est venue à la rencontre des Grenoblois. Reportage de Raphaël Griffon pour Télé Grenoble, notre partenaire. Sortir la misère du silence, donner de la visibilité au Secours populaire, c'est le but de cette journée de sensibilisation des Pères Noël verts. Pour cette dernière campagne de l'année, un défilé dans les rues de Grenoble permettait de récolter les dons. On va se promener avec nos urnes pour collecter quelques euros pour essayer d'offrir un Noël qui soit agréable pour les personnes qui n'ont pas cette possibilité de recevoir le Père Noël rouge, parce qu'on dit que le Père Noël vert passe là où le Père Noël rouge ne peut plus passer. Le vert, la couleur de l'espoir de récolter, le temps d'une mobilisation, 1 500 € de dons, soit 2 fois plus que l'année dernière. On n'a pas besoin de très gros dons, des petits dons, 5 €, 10 €, comme on dit, vous savez, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Chaque année, pour les 20 000 personnes accompagnées par le Secours populaire en Isère, les fêtes sont souvent synonymes de difficultés. Une barrière que l'association aide à surmonter grâce à de petites attentions. Notre action, elle est bien sûr de distribuer de l'alimentaire, mais aussi de donner de la joie aux enfants et aux familles, de procurer de la culture, de procurer des spectacles, de procurer des moments conviviaux. Voilà. Et ça en fait partie, c'est vraiment traditionnel pour nous. Une tradition qui se perpétue grâce aux 26 000 donateurs et 2 400 bénévoles isérois. Pourtant, on le rappelle, ce n'est pas une fin en soi, car le Secours populaire recrute toujours. On part en Nouvelle-Aquitaine avec une piste cyclable luminescente en test en Gironde. C'est une piste cyclable révolutionnaire. Elle est en test actuellement à Pessac en Gironde. Si l'expérimentation est concluante, ce serait une première en France. Une belle innovation pour renforcer la sécurité routière en améliorant la visibilité du marquage au sol. C'est un reportage de nos partenaires de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest en Gironde.
Cette piste cyclable de 2 km située non loin du quartier de Sège à Pessac est la première du genre à être équipée avec une signalétique au sol luminescente. Elle a été mise en service il y a 1 mois et demi pour un test grandeur nature. S'enfonçant dans les bosquets, elle ne bénéficie d'aucun éclairage public et pourtant une ligne blanche la dessine la nuit pour améliorer la sécurité des cyclistes. Je sais que l'hiver, je passais beaucoup moins parce que ici, dans cette zone-là, c'est pas très bien éclairé, donc c'est un peu dangereux. Et quand j'ai découvert l'équipement, je me suis dit que ce serait justement intéressant que je pourrais continuer à passer là l'hiver. J'ai pas encore testé en pleine nuit, mais en tout cas, quand c'était un peu pénombre, c'était déjà plus intéressant. Cette bande blanche emmagasine la lumière le jour et la restitue la nuit. Cette peinture a été mise au point par une société pessacaise, Olichrome. La luminescence n'est pas un procédé nouveau, mais le défi pour cette entreprise était de la faire durer dans le temps, permettre à la peinture de garder ses caractéristiques durant plusieurs années, et ce, malgré les intempéries météo. Si on prend un vélo, aujourd'hui, avec un vélo, on voit à peu près à 8 mètres devant nous. Et bien, grâce à cette ligne de piste cyclable, et bien, en début de nuit, on voit jusqu'à 80 mètres. Et en fin de nuit, on voit encore jusqu'à 30 mètres devant soi. Pour le moment, cette peinture luminescente est testée sur piste cyclable, mais dans quelques temps, si elle obtient une certification, elle pourrait devenir un élément de marquage des routes en France. En attendant, d'autres expériences vont avoir lieu en 2019, selon la société Eiffage Route, qui va commercialiser cette peinture. Nous allons, dans un premier temps, en 2019, déployer un maximum de voies vélo telles que celle-ci. Aussi de signalisation verticale, on peut imaginer des piles de pont, des musoirs. Donc il y a un certain nombre de choses que l'on peut tout de suite faire et déployer sur le territoire sans limitation. La société Eiffage Route espère commercialiser cette peinture luminescente pour marquage routier en France et à l'étranger dès 2020. Un marché énorme pourrait s'ouvrir à elle. En France par exemple, il y a 1 070 000 km de routes dont la moitié ont un marquage routier. Il est renouvelé tous les 3 ans. Voilà, une page éco halte au gaspillage alimentaire. Ne jetez plus les pommes, pressez-les. C'est une démarche très prisée en Bretagne que nous vous faisons découvrir, le Pressimobile. Il s'agit d'un service itinérant qui propose aux particuliers comme aux professionnels de transformer directement leurs pommes en jus, afin de réduire le gaspillage. Et c'est Mathilde Keméder de TBO qui nous en dit plus. Le succès de la Pressimobile ne se dément pas. Chaque année de septembre à décembre, elle sillonne la Bretagne pour permettre aux particuliers de transformer leurs pommes en jus. Ce jour, elle s'est arrêtée à Guingamp. Durant 10 heures non-stop, les familles vont se succéder. Ce papa a dû faire 45 minutes de route depuis le centre Bretagne. J'ai appelé une première fois et visiblement il y a un gros engouement pour le jus de pomme. Il y a eu un désistement et c'est pour ça que j'ai tout de suite saisi le créneau comme il n'y en a pas beaucoup, voilà. À l'origine de cette machine, créée il y a 5 ans, le bon sens de ce breton, originaire du Jura. Avec mon voisin, on discutait comme bons voisins. Puis au cours de la conversation, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais de tes pommes? Elles sont toutes par terre. Il me dit bah rien, prends-en. Je lui dis mais tu sais, moi je suis originaire du Jura, on a inventé le comté pour conserver le lait, pour en avoir l'hiver. Donc il y a sûrement un truc à faire avec la pomme. Et on se quitte et le lendemain je retourne le voir et je lui dis j'ai peut-être une solution. Si je fais une machine pour faire du jus de pomme, est-ce que tu viens? Il m'a dit oui, ça c'était le 2 octobre 2012 et le 15 septembre 2013 la machine tournait. Cette invention permet aussi d'envoyer les vitamines à la famille éloignée. Nous avons beaucoup de pommiers, nous avons pensé faire profiter nos enfants, nos petits-enfants. C'est formidable. Vous avez 265 litres madame, 85 poches de 3 litres. Face au succès, un autre pressoir mobile est en ce moment sur les routes de la Sarthe. À terme, il espère étendre le concept dans tout l'Hexagone pour inciter les particuliers à ne plus gâcher ses fruits, mais à les boire. Voilà, presser les pommes en Bretagne avec nos amis de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Voilà, dans un instant, c'est les unes de la presse quotidienne régionale. À tout de suite. On démarre Saveria, bonjour, avec la une de la Voix du Nord, la fièvre jaune. C'est une fièvre, la fièvre jaune, une fièvre qui se répand et qui touche maintenant la jeunesse française. Près de 300 lycées, collèges perturbés ou bloqués. Hier, plus de 700 interpellations dans tout le pays, à Mantes-la-Jolie notamment. On a vu les images. 153 jeunes arrêtés, 122 placés en garde à vue. Ces arrestations dont les images, justement, suscitent une vive émotion. On y voit des jeunes agenouillés, mains en l'air, ont eu lieu après de nouveaux incidents près du lycée Saint-Exupéry. Ces lycéens appellent à l'abandon des réformes du lycée, du bac, de la voie professionnelle ou de Parcoursup. Certains portaient hier des gilets jaunes. Voilà, à la une de Ouest France ce matin, le cœur de la France rurale.
Ouest France qui vous propose un grand reportage dans le centre de la Bretagne. Là-bas, la colère des Gilets jaunes est forte, la mobilisation importante. Là-bas, les communes se meurent, les commerces tentent de survivre et les petits salaires sont nombreux. Les élus locaux affichent d'ailleurs leur solidarité avec les habitants. Les Gilets jaunes qui là-bas disent qu'ils seront mobilisés encore à Noël et après. À la une de l'Union, les extrêmes sont en embuscade ce matin. Le mouvement des Gilets jaunes veut avancer sans les partis politiques traditionnels. Pourtant, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon ou encore le Rassemblement national de Marine Le Pen veulent capitaliser bien sûr sur ce grand mouvement populaire pour Marine Le Pen. Il faut dissoudre l'Assemblée nationale pour qu'il y ait de nouvelles élections à la proportionnelle. Même option pour Jean-Luc Mélenchon, une dissolution de l'Assemblée. Mais pour l'instant, bien sûr, le mouvement se montre réfractaire à toute récupération politique. Voilà, ce sont les enfants du monde à la une de la Nouvelle République, l'autre grand journal de la Nouvelle-Aquitaine ce matin. C'est l'histoire du jour, ça se passe au collège Colbert de Châteauroux, des jeunes enfants dont la langue maternelle est une langue étrangère qui apprennent le français. Ceci bien sûr dans un but d'intégration. Le gouvernement avait doublé l'année dernière les heures de cours de français pour les étrangers, justement. Merci Saveria, on vous retrouve évidemment en troisième partie de notre émission pour l'actualité politique et parlementaire. Dans un instant, on reçoit Raymond Depardon en direct sur ce plateau. A tout de suite. Bonjour Raymond Depardon et merci d'être avec nous ce matin. Je sais que vos apparitions à la télévision sont assez rares. Vous êtes réalisateur, journaliste, scénariste bien sûr et vous êtes natif de Villefranche-sur-Saône dans l'Ain. Ça compte beaucoup, on en parlera dans un instant. Vous êtes également fils d'agriculteur. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin pour vous interroger à mes côtés. Un spécialiste de l'Est Bourgogne-Rhône-Alpes. Bonjour Fabrice Vesser-Renaud. Bonjour Cyril. Vous êtes, évidemment, vous représentez ce matin le journal de Saône-et-Loire et vous êtes, je le disais, donc cet intervenant pour l'Est Bourgogne-Rhône-Alpes. Merci d'être avec nous ce matin. Et le journal Le Progrès, puisqu'on est à la confluence là entre l'Ain, le Rhône et le Progrès de Lyon. C'est le groupe EBRA, 9 journaux de la presse quotidienne régionale. C'est ça, tout à fait. Et bonjour Jean-Jacques Faré, vous êtes un spécialiste Cyril. de la photo, vous êtes le rédacteur en chef de Tous les jours curieux, TLJC, c'est un magazine numérique sur appli. D'ailleurs, le numéro sort aujourd'hui ce matin même. Et vous consacrez évidemment voilà, ce magazine à la photo et aux photographes, très important, aux photographes. Alors Raymond Depardon, je le disais, vous êtes réalisateur, vous êtes journaliste, vous êtes scénariste depuis 40 ans, vous photographiez, vous filmez les gens, les Français, vous leur avez beaucoup donné la parole. Est-ce que cette crise des Gilets jaunes vous a surpris? Est-ce que vous avez vu arriver cette colère? Ah oui, oui. Ah oui, parce que quand j'ai commencé à faire vraiment... le monde rural, disons que c'était un peu à part, mais surtout la France, j'étais très surpris. On était à cette époque 2004-2005, c'était Jospin, et je sentais que dans la ville, à Paris, quand je suis revenu, on m'a dit « mais de quoi que tu nous parles, comment ?» J'ai dit « ça va mal, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose, il y a une rupture, je savais pas exactement... » Et au fond, j'ai consacré beaucoup de temps à ces sous-préfectures. On s'est un peu moqué de moi parce qu'on s'est dit, oui, c'est ton enfance de Villefranche-sur-Saône, etc. J'ai dit, mais quand même, il y a une rupture. Moi, j'étais parisien, je suis parisien depuis 58, mais je voyais bien qu'il y avait le fossé se creuser entre la capitale et les capitales, les grandes villes, au fond, les capitales de région. Et puis le reste... Qui sont devenus les métropoles aujourd'hui, on dirait, presque. Et c'est vrai que j'avais une tendresse un peu pour ce genre de petites villes, les cafés comme ça qui tombaient un petit peu à l'abandon. Et puis, tout doucement, j'ai vu quand même une petite transformation, et notamment venant des femmes. Il y avait des femmes qui disaient, moi je veux pas être, je veux pas rejoindre Alès, vivre dans la banlieue de Nîmes, je veux rester là. Et donc... il y avait un défi dans un couple, s'il y avait un salaire, soit à la poste, n'importe quoi, et le couple était sauvé, et on voyait redémarrer quelque chose. Et c'est par l'écologie, bizarrement, que j'ai vu la différence, parce que quand j'avais un camping-car, j'étais doublé par des camping-cars comme moi, et je voyais géothermie, capteurs solaires. Et je voyais des gens qui avaient un petit peu, ils s'installaient comme ça avec des capteurs solaires, mais ça a pris du temps et ça prend du temps. Et effectivement, il y a le problème de la tyrannie des distances.
Ça, c'est Paul Virilio qui en parle, le premier dans les années... Qu'on appelle la mobilité aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai que c'est aussi, ça peut être une tyrannie, le coût, etc. Et puis, mais c'est vrai que moi, comme je suis un grand admirateur des photographes américains, j'y vais, j'y retourne de temps en temps. Bien sûr, c'est un pays qui nous guide un peu, qui est quand même important malgré tout ça. On a un drôle de rapport avec notre territoire, ce qui n'est pas le cas des Américains. Voilà, on est toujours un peu en contradiction. Alors, Fabrice Fessin-Vallon, pendant que vous parlez, on voit de très belles images de drones de Saône-et-Loire que vous adorez. La plaine de la Saône, qui descend jusqu'à Lyon, que connaît bien Raymond Depardon, qui est un caladois, donc de Villefranche-sur-Saône. Un caladois, voilà. Les caladois, ce sont les gens de Villefranche-sur-Saône. Raymond Depardon a passé son enfance à la ferme du Garret. C'est sur la commune de Villefranche. Regardez cette image magnifique. Là. Il est arrivé à Paris, et ça m'a marqué. Vous venez d'évoquer cette date de 1958. Vous êtes arrivé à Paris, vous prenez votre poste. Pour la première fois, vous avez 16 ans, le 1er octobre 1958, soit 4 jours avant l'installation de la Ve République. Oui, absolument. Ça m'a marqué dans votre... Et vous êtes un fin observateur de la Ve République. Vous l'avez vu évoluer, cette Ve République. Quel regard vous portez sur elle? À la fois, je suis arrivé au bon moment, parce que je suis arrivé, on pourrait dire, à la Ve République, puis aussi à la décolonisation. Ce qui m'a valu, moi, le petit garçon de Villefranche-sur-Saône, plutôt casanier, fils d'agriculteur, j'avais jamais voyagé de ma vie, mais on m'a envoyé de partout en Afrique, en Afrique du Nord, et le Levant, tout ça, parce que ça accédait à l'indépendance, tout ça. Et donc ça a été formidable pour moi parce que ça m'a sorti de ma France. Et effectivement, j'ai photographié, bien sûr, le général de Gaulle. J'étais un tout jeune photographe, mais de temps en temps, on me laissait aller faire des photos du général de Gaulle. J'ai pas couvert vraiment les événements d'Algérie, mais j'y étais quand même plusieurs fois. Et puis surtout les indépendances. Et donc j'ai suivi tout ça. Et puis c'était l'époque de Sartre et tout. Donc je suis vraiment ce qu'on peut appeler à la fois de Villefranche-sur-Saône comme un caladois, comme on dit. Qu'on voit Caladois, qu'on voit carrément à un photographe où j'ai rencontré forcément, comme je parlais pas de langue étrangère, on m'a beaucoup envoyé en Afrique francophone, bien sûr, à cette époque, à la décolonisation, à l'arrivée de l'indépendance. Et là, j'ai beaucoup aimé. Parce que on me disait, Raymond, comment ça va avec la douleur? Alors j'étais surpris parce qu'on me disait, mais il y avait ce français qui nous liait comme ça. Et moi je leur disais, mais moi je suis pas un fils de colon, je suis pas un fils de militaire, je suis seulement, voilà, j'ai 18 ans. Et puis à la fois, on m'accueillait avec beaucoup de tendresse. Fils de paysan. Pour vous, c'est très important, ça. Vous l'avez pas toujours assumé, dit-on? Oui, parce que j'étais toujours, on a le complexe un peu de ça. On me faisait remarquer que, voilà, bien sûr, quand vous arrivez à Paris à 16 ans, que vous n'avez pas les manières parce que, bon, voilà. Et puis tout doucement, ça m'a pris beaucoup de temps. Effectivement, j'ai trouvé que c'était plutôt un atout d'avoir été un fils de paysan, parce que, contrairement à mes collègues photographes, quand je photographiais aussi bien des nomades au Tchad, ou peu importe en Bolivie, ou sur une route, ou en Éthiopie, j'avais pas peur des habitants. Il y a quelque chose d'universel finalement dans la paysannerie. Oui, absolument. Alors, 66, vous fondez avec Gilles Caron l'agence Gamma, une des plus grandes agences de photos du monde. Jean-Jacques Farret, vous dirigez donc Tous les jours curieux, cette appli, ce magazine d'appli photo. Et Raymond Depardon a une actualité formidable. Il fait sa énième exposition, je crois qu'on les compte plus. Alors, c'est l'homme de tous les records. C'est 75 livres photos, 76 avec celui-là, 53 films et documentaires. À lui tout seul, c'est quoi? Une histoire de la photo. C'est l'histoire de la photo et c'est on vous présente très souvent comme une légende, alors c'est intéressant. Vous présentez aujourd'hui une exposition qui, je dois dire, est un peu déroutante. Quand on regarde votre parcours de photographe, de cinéaste, où l'humain est toujours au cœur de votre préoccupation, et aujourd'hui, vous présentez donc 34 photos, qui sont 34 photos d'une promenade à Issy-les-Moulineaux, et qui sont des photos de gestes architecturaux. Attention, Issy-les-Moulineaux moderne, hein. Regardez, par exemple cette photo là, c'est l'Issy-les-Moulineaux d'aujourd'hui, Raymond Depardon. Vous mettez en avant justement cet espace d'architecture très moderne, mais il n'y a aucun habitant. Et vous avez choisi un procédé qui est intéressant, qui ne s'utilise plus ou pas, c'est la chambre 20-25 inches. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce mode opératoire? C'est la photo précédente, là c'est l'appareil qu'on a vu. Oui, c'est une chambre. Une chambre.
Oui, c'est une commande. Et puis après tout, je me suis dit, tiens, voilà une banlieue moderne qui accueille les nouveaux architectes, qui n'a pas ce blocage comme à Paris du patrimoine qu'on ne doit pas toucher, etc. Et avec des grands architectes qui sont quand même... Je me suis aperçu que c'était des personnages importants et intéressants, parce qu'au fond, finalement, mais c'est même les héros modernes d'aujourd'hui, les gens nouvelles, les Christian de Port-Sampa. Et puis, j'ai eu peur un peu, parce que je me suis photographié une maison. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ça? Parce que c'est ingrat. Et à la fois, c'est très vite quand on photographie les êtres humains, on photographie leur maison avec. Et je pense aux photographes, par exemple, comme Walker Evans, qui ont photographié toutes ces paysanneries, cette ruralité américaine, dans des maisons en bois, comme ça. Et ça donne un petit peu l'échelle. Voilà. Et donc, nous, on a du pisé dans la vallée de la Saône. Quelque part, on a des pierres. Le Massif central est très différent. Voilà. Il y a quelque chose qui donne, il fait partie de l'identité des gens, l'habitation. Alors, c'est vrai que, d'abord, ça me faisait plaisir de m'occuper de faire des photos nouvelles, parce que j'en ai un peu marre de mes vieilles photos, voilà. Deuxièmement, de photographier l'architecture moderne, comme ça, en grande liberté. Et puis, la contrainte de la chambre, parce que la chambre, on est obligé de faire... Vous dites que photographier à la chambre, ça vous repose. D'ailleurs, il y a une analogie, chambre et repos. Oui, c'est long comme processus. C'est très long. Hein. On attend. Voilà, il faut faire. Et à la fois, c'est un bon exercice de style parce qu'il y a la lumière, le cadre et l'emplacement. Donc, il n'y a pas 36 endroits. Raymond, pardon. Ça, vous l'utilisez ou pas? C'est la même couleur que votre des fois, chambre, pour repérer, pour voir ce que ça donne, parce qu'on est toujours surpris. Donc mais moi, et ça donne quoi alors? Et ça donne quoi? C'est vrai que moi, je suis ravi que les gens se font des photos, parce qu'au fond, on déculpabilise la photo qui était un petit peu sacrée. Dès qu'on rentre dans des pays un peu totalitaires, il n'y a pas de photo, donc ça veut dire c'est pas bon signe. Du moment qu'on fait des photos, que les gens se photographient, ça veut dire que c'est un rapport finalement à l'existence, au présent, au bonheur. Moi, je suis ravi que les gens se fassent des photos. Et puis, après tout, c'est un engouement qui est tout à fait sympathique. Alors, je vais vous prendre en photo, voilà, avec mon appareil, voilà, et je vous l'enverrai. Vous vous rendez compte de la chance que j'ai? J'ai pris en photo, Raymond, pardon. Fabrice Vesser-Redon, il est aussi un observateur extraordinaire de la politique. Vous parliez de la Ve République, de Valéry Giscard d'Estaing à François Hollande. Pendant plus de 20 ans, votre documentaire sur Giscard sera censuré. Oui. C'est quand même une fierté, finalement, cette censure pendant 20 ans. Ben oui. Vous avez aussi photographié François Hollande. Oui. Le portrait présidentiel, c'est vous. Oui, oui. Vous êtes fier d'avoir fait? Oui, moi j'aime bien. Oui, vous dites même que c'est votre plus grande exposition photo. Oui, parce que toutes les mairies, toutes les mairies et les ambassades. 36 000. Ouais. Aujourd'hui, Emmanuel Macron vous solliciterait pour vous relanceriez? Moi, je crois que ça fait partie. Le photographe, il peut avoir un engagement tout à fait personnel, mais aussi, je pense que c'est intéressant de photographier notre époque. Notre temps, bon, moi, je suis plus, et je laisse la place aux jeunes un petit peu de courir après les CRS, là, mais j'ai déjà donné. Mais je comprends aussi qu'il faut photographier son temps, parce que le photographe, il n'est pas dans l'analyse. Il est un tout petit peu, moi je le vois très bien, des fois on prend un peu des coups, comme ça on dit comment vous photographiez les vieux paysans, mais ça n'a aucun intérêt, c'est fini la paysannerie, etc. Puis on s'aperçoit quand même que finalement ces hommes et ces femmes de Lozère, elles avaient quand même quelque chose d'important. Ils sont plus là, la plupart que j'ai photographiés ne sont plus là. Et aussi bien la justice que la presse, que la psychiatrie. Il faut faire tout ce qui est autour de nous. Et ici, les Moulineaux fait partie. Voilà, il y a des immeubles, il y a des architectes, il y a différentes personnalités, il y a des piscines en bois, il y a des maisons au chocolat, il y a tout ça. Et moi, je me dois de photographier ça le mieux possible, de donner à regarder. C'est peut-être ça aussi, et d'enregistrer peut-être. C'est notre époque. Jean-Michel Alberola, qui a fait partie, qui est le directeur artistique de cette exposition, il m'a dit un truc très étonnant. Il m'a dit, ces photos ont 10 ans d'avance sur toi. Et ça m'a surpris, parce qu'effectivement, peut-être le photographe doit avoir ça. Il faut que ces photos soient toujours en avance sur lui. Et en même temps, vous dites que ces photos, c'est aussi comme un rapport de gendarmerie.
Donc oui. il y a une sorte de contradiction dans cette perception. De travailler sur pied avec la chambre, d'abord, tout le monde vient vous voir. Parce qu'on vous dit, ah, c'est superbe, etc., ça existe encore. Alors, il y a le voile, comme ça, et puis on voit à l'envers, et puis il y a très peu d'objectifs. Donc, voilà, la photo, on ne peut pas tricher. Donc, il y a un côté, effectivement, rapport de gendarme. Alors, je rappelle quand même cette exposition, ce qui est au Musée français de la carte à jouer d'Issy-les-Moulineaux. Elle a démarré le 5 décembre et jusqu'au 30 juin, donc on a le temps pour venir vous voir. On revient pour terminer, Fabrice Vesser-Redon, à l'Ain, à la Saône-et-Loire. Quel endroit vous conseilleriez aux téléspectateurs d'aller voir, celui qui est resté le plus authentique pour vous, qui reste cher à votre cœur dans cette magnifique région proche de Genève, proche de la Suisse et de oui, on n'est pas loin de la Suisse aussi. Oui, je pense les Dombes, effectivement, une partie de la Bresse, le Jura. J'aime beaucoup ça, cette région. Puis j'aime bien aussi le Beaujolais, bien sûr, parce que ma maman, elle était de la Bresse et mon papa du Beaujolais. Alors de temps en temps, on a les visites aux cimetières, bien sûr, forcément. Mais les cimetières révèlent un peu aussi les ventres jaunes d'un côté, la vigne de l'autre. Voilà. Alors donc ça a été j'ai toujours entendu cette espèce de concurrence, compétition, et qui fait que c'était effectivement une frontière un peu, puisque ma grand-mère parlait le patois, sans doute très proche de l'italien, et que mon père ne comprenait pas. Donc il y a effectivement des langues locales qui sont importantes. On était rattaché au comté de Savoie, puisque d'un côté, et de l'autre, c'est plus le Massif central. Moi, j'aime bien le Massif central parce que je pense que c'est le cœur aussi de beaucoup de choses, de tout ce qui est de notre trait de caractère. Au fond, des Français, d'être un petit peu méfiants, d'être un petit peu toujours à râler. Il y a un mot comme ça, occitan, qui dit reboussier. Voilà, et on est tous un peu reboussiers, les Français. Et ça vient du Massif central, ça vient de cette quintessence. On part de là. Après, on va effectivement sur les régions se correspondent tous les unes des autres. Raymond Depardon, qui est donc au Musée français de la carte à jouer d'Issy-les-Moulineaux jusqu'au 30 juin pour cette exposition. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement sur ce plateau. Je sais que vous n'êtes pas habitué des plateaux de télévision. Au fond, on pourrait dire qu'avec vous, le monde a encore un visage, comme le disait François Reichenbach. Très bien, merci beaucoup. Merci Raymond Depardon. Merci Fabrice Vesser-Redon du journal de Saône-et-Loire. On y tient, spécialiste de l'Est Bourgogne-Rhône-Alpes. Et merci Jean-Jacques Faré. On se reporte à votre appli, sur votre site tous les jours curieux, TLJC. Évidemment, vous y parlez régulièrement de Raymond Depardon. Merci d'être venu sur ce plateau. Raymond Depardon, vous restez avec nous parce qu'on va regarder ensemble, et ça va vous plaire, la météo des territoires. Ah oui. Elle est vraiment complète, vous allez le voir sur ce canal 13 de la TNT. C'est la seule météo avec également les territoires français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. On regarde ça ensemble, on se retrouve un peu plus tard avec Emmanuelle Vargon, la secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, qui est notre invitée. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, Raymond Depardon, qui était notre invité, va rencontrer notre prochain invité, l'invité politique Emmanuelle Vargon, la secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. Ils se parlent déjà devant le studio et nous allons en profiter, en attendant Emmanuelle Vargon, de partir pour le reste du monde. Le Zap Monde de TV5 Monde qui nous montre des images de Bolivie où de grosses manifestations ont lieu contre la candidature d'Evo Morales à la présidence de la République en Bolivie. A tout de suite avec Emmanuelle Vargon, la secrétaire d'État.
Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Crucifiés devant le tribunal suprême électoral, des manifestants dénoncent la mort de la démocratie en Bolivie. Ce mercredi à La Paz, comme ailleurs dans le pays, des manifestants bloquent des routes. Ils protestent contre le président actuel, Evo Morales. Candidat à la primaire de son propre mouvement, il est assuré de pouvoir briguer un 4e mandat consécutif, après y avoir été autorisé par le tribunal suprême électoral. 22 ans plus tard, le souvenir des 7 moines français dont seules les têtes furent retrouvées est toujours présent dans le monastère de Tibirine. Aujourd'hui, il n'y a plus de moines, c'est une petite communauté religieuse qui entretient le domaine, dont frère Bruno, qui réside ici depuis plus de 2 ans. Donc les ravisseurs sont arrivés par ici, ils avaient kidnappé le gardien, Mohamed, qui est toujours vivant, qui n'a pas réussi à s'échapper, il est toujours vivant à Mdéa. Et les moines dormaient ici, ils étaient 5 ou 6 à dormir ici, dans chaque chambre. Ils ont été pris et ils sont redescendus en bas et ils ont été emmenés. Les deux parties dans une même pièce, face à face. D'un côté, les rebelles Houthis. De l'autre, la délégation du gouvernement yéménite, soutenue par l'Arabie saoudite. Les deux camps ne s'adressent pas directement la parole. Alors, pour que les consultations puissent se dérouler, tout passe par cet homme, Martin Griffiths, médiateur de l'ONU. L'Arabie saoudite, depuis l'affaire Khashoggi, est sous pression de la communauté internationale et veut montrer sa bonne volonté en cherchant un terrain d'entente avec les rebelles pour établir un cessez-le-feu. Sous la cape, le tigre, prêt à en découdre. Sur le ring, le roi de la nuit attend avec impatience son adversaire. 2 athlètes aux déguisements extravagants qui créent l'émulation dans le village d'Ismaïlia. Dans les quartiers populaires, le catch américain bat des records d'audience à la télévision. Voilà pourquoi des amateurs égyptiens ont créé leur propre fédération. Bien sûr, il fallait beaucoup de courage pour pouvoir introduire le catch en Égypte. Et par exemple, convaincre les gens de se mettre au catch. Tout le monde avait peur de passer cette étape.